t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as préféré, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bonjour et bienvenue dans Bruxelles Je t'aime, l'émission hebdomadaire de débat politique d'Euronews avec moi, Maya Delabaume. Dans Bruxelles Je t'aime, nous décortiquons toute l'actualité politique de la semaine au cœur de la capitale européenne. Merci de nous avoir rejoints. Alors au programme, il n'est pas encore à la Maison-Blanche, mais il est déjà sur la scène internationale. La semaine dernière, le président élu des États-Unis, Donald Trump, était l'invité d'honneur de Paris aux côtés du président ukrainien Zelensky, lors d'une messe célébrant la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Au-delà des sourires et des poignées de main, il s'agissait d'une diplomatie très délicate dans un monde de plus en plus chaotique. Avec la guerre en Ukraine qui fait rage, les craintes d'une dangereuse vacance du pouvoir en Syrie et la peur que les tarifs douaniers de Trump ne secouent l'économie européenne, nous nous posons la question, Bruxelles est-elle prête ? Et tous les regards se tournent vers Emmanuel Macron. Le président français navigue dans des eaux troubles après l'effondrement de son gouvernement, dirigé par l'ancien Premier ministre Michel Barnier. Avec des montagnes de dettes publiques et un budget chaotique, M. Macron a déclaré qu'il continuerait à diriger son pays jusqu'en 2027. Mais sans majorité claire et avec des électeurs qui pencheraient plus à gauche qu'à droite. La France pourrait-elle devenir le nouvel homme malade de l'Europe ? Alors voici quelques questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre panel d'invités. Je commence par Yvan Verhofstadt, Bonjour. Eurodéputé du groupe libéral Renew et vice-président du Parti des engagés. Tout à fait. Kate Bolongaro, rédactrice en chef Europe pour le média MLEX. Merci et bonjour Kate. Et Nessim Achouch de la Fondation Rosa Luxembourg. Merci beaucoup Nessim. Merci pour l'invitation. Alors avant d'entendre votre analyse, commençons par écouter ce qui a réuni les dirigeants du monde entier le week-end dernier. C'était comme si l'on revivait l'émerveillement que la cathédrale Notre-Dame aurait inspiré aux chrétiens du Moyen-Âge. Mais la réouverture officielle était autant un événement diplomatique qu'ecclésiastique. En réunissant Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le président français Emmanuel Macron a affirmé l'une de ses priorités de 2025, mettre fin à la guerre en Ukraine, coûte que coûte. Pour Donald Trump, il s'agissait d'un retour flamboyant sur la scène internationale et d'une reconnaissance de la part des dirigeants européens, inquiets de l'orientation de son second mandat. Forcera-t-il l'Ukraine à faire la paix avec la Russie ? Quittera-t-il l'OTAN ? Va-t-il frapper l'économie de l'UE avec de nouveaux droits de douane ? La cérémonie à Notre-Dame s'est terminée par un tédéum du IVe siècle, un chant de louange que certains observateurs ont jugé approprié pour maintenir l'Europe dans les bonnes grâces de M. Trump. Alors, c'était le premier voyage à l'étranger du président élu Donald Trump. On l'a vu aussi dans ces images. Est-ce que c'était une bonne idée de l'inviter, Yvan ? Je pense qu'on ne pourra pas faire sans lui de toute façon. Et donc la question clé, c'est de pas courber les chines. Je pense que Trump, il faut jouer sur son jeu. Il ne faut pas le laisser faire. Il ne faut pas avoir peur de Trump, en fait. Je pense qu'il faut juste être conscient que c'est un gars qui adore négocier, qui adore le rapport de force. Il suffit de voir comment il serre la main. Et on doit lui serrer la main de la même manière. On doit jouer sur son terrain et qu'il doit se rendre compte qu'il a besoin de l'Europe, tout comme on a besoin des États-Unis. Et on ne doit pas avoir peur ou se plier à tous ces désidératas. Je pense qu'il faut être plus fort face à Trump. Kate, est-ce qu'il ne faut pas avoir peur de Trump du coup ? Ouais, je pense que c'est important parce que Trump il est vraiment fixé sur son image et il va dire des choses que des fois c'est vraiment flamboyante, mais en fait il compte pas les faire tout le temps et ça c'est vraiment inquiétant pour les Européens. Je pense que pour tout le monde dans le monde entier c'est vraiment. Oui, c'était de la campagne politique très forte. Nessim, vous pensez qu'il a un peu trop volé la vedette, c'est-à-dire qu'on l'a tellement vu? Est-ce que justement c'est ça le problème, c'est que Trump il vole la vedette quand il va dans des événements comme ceux-là? Mais je pense qu'en tout cas la question est bien posée puisque vous l'avez dit, c'est quand même toujours Joe Biden qui est en poste aujourd'hui et l'invitation de Trump est quand même un signal envoyé d'inviter un président qu'on considère toujours à l'extrême droite de l'échiquier politique. Et donc,
bien sûr, le rapport de force peut s'engager. Et est-ce que dans ce rapport de force que Macron a voulu aussi poser, est-ce qu'il en sort gagnant? On peut vraiment se poser la question. On a vu beaucoup d'images sur les réseaux sociaux avec Trump dans l'église. Il y a eu beaucoup d'images un peu qui ont fait réagir tout le monde. Après, la question, je pense, c'est est-ce que fondamentalement Trump se soucie de Macron, de Zelensky ou de tout autre dirigeant mondial qu'il a rencontré à Paris? Je pense que si flatter son ego nous permet de gagner dans les négociations, c'est aussi une arme qu'on peut utiliser. Là où on doit faire attention, c'est quand il met des tarifs douaniers ou quand il menace de tarifs douaniers, c'est que la première réaction doit pas dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire absolument pour le rassasier, un petit peu plus de GNL, ok, pourquoi pas, mais tout est négociation. Avec Trump, tout est négociation, tout est rapport de force. Et Trump nous rappelle, et je pense qu'au-delà de Trump, c'était déjà vrai, qu'on est dans un monde, dans une compétition globale. Et cette compétition, il faut la jouer. Il faut veiller à ne pas être le dernier, à ne pas refuser que les autres se dopent si on fait une course. Aux Jeux Olympiques, c'est interdit. Il faut faire armes égales. Mais si vous êtes d'accord avec ce que dit Yvan? Je mettrais un bémol dans l'idée qu'il faut aussi ne pas aussi oublier le contexte français qui, je crois, est un peu central dans cette séquence. Et on connaît l'habitude de Macron de vouloir aussi créer le show quand il est parfois mis en échec et dans une situation compliquée au plan national. Et là, c'était vraiment le cas, on l'a vu. Et sur les bases de négociation, on sait et on voit qu'elles sont en fait très réduites. Et donc Macron est plutôt dans l'image et dans le show que dans les tentatives réelles d'avancer sur certains aspects. Je pense l'image, le show, c'est ça qui primait à Paris. C'est clair, mais aussi il y a Giorgia Meloni qui, elle, se positionne pour être l'interlocutrice avec Trump. C'est elle qui se positionne comme la femme avec qui il doit parler. Et Macron, il a des problèmes domestiques. En Allemagne aussi, des problèmes avec Scholz et tout ce qui se passe. Et Meloni, la chef du troisième pays européen, elle se présente. Moi, je suis votre allié naturel. Je suis de droite ou d'extrême droite. Et comme ça, nous parlons la même langue. C'est ça que Meloni, elle est en train de faire ça. Et je pense que Macron était très intelligent de faire ça parce qu'il veut se mettre avant pour dire moi je suis le chef de la France et je veux parler avec vous, Monsieur Trump. Mais je pense il est clair qu'aujourd'hui, l'Europe connaît des temps difficiles. Avec ce qui se passe en France, l'instabilité en France, c'est un des deux moteurs. On a le deuxième moteur allemand, qui est vraiment, et on s'en rend peut-être pas assez compte du côté francophone de l'Europe, mais la question des élections en Allemagne est une vraie question cruciale. Si l'Allemagne, si les élections sont pas claires, et on est dans des temps troubles en Allemagne. On ne sait pas ce qui va se passer. On a vu les dernières élections en Allemagne de l'Est, que ça donnait le poids de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Donc si les deux moteurs commencent à dérailler, on est vraiment des problèmes. Donc je pense que M. Macron a eu raison. Il ne faut pas laisser le champ libre à Mélanie. Il faut absolument que les démocrates puissent se mettre en première ligne. Il faut aussi, et puis de temps en temps, avoir des bonnes nouvelles. Il faut quand même aussi se reconnaître qu'il y a des choses que la France fait bien. Les Jeux Olympiques, c'était quand même pas mal, même s'il l'a utilisé. La reconstruction de Notre-Dame, c'est quand même pas mal. Et je pense qu'on doit aussi de temps en temps s'arrêter 30 secondes par rapport aux citoyens. Sur les symboles et puis sur les réalisations qu'on fait. Enfin, je veux dire, reconstruire cette cathédrale dans le temps qui a été imparti, peut-être que certains n'y croyaient pas, c'est quand même quelque chose de positif. Il faut aussi qu'on puisse avoir des messages positifs. Et Trump a quand même encore envie de venir faire le malin en Europe. Donc c'est qu'on n'est peut-être pas si peu que ça. Et peut-être un dernier point, mais pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport, on n'a pas tellement d'armes. Mais là, on est déjà en train d'accepter le narratif de Trump. C'est vrai que la balance commerciale est à leur avantage, mais la balance de services, mais la balance du financement. Draghi nous dit c'est 300 milliards d'euros européens qui vont aux États-Unis. Eh bien, on peut lui faire peur avec ça. Je veux dire, on a des armes pour contrer Trump. Il faut absolument qu'on les utilise. La réalité, c'est que les États-Unis ne parlent que des aspects qui les intéressent. Ils veulent plus de dépenses dans l'armée. Mais évidemment, on achète de l'armée, des matériaux aux États-Unis. Dépensons plus dans l'armée, mais en Europe, ça nous rapportera plus. Nessim ? Oui, non, je n'ai pas dit qu'on n'avait pas tellement d'armes. Ce que je disais, c'est que apparemment, Macron, tout seul et dans sa stratégie un peu de cavalier seul, on peut se poser la question de quelle est la stratégie un peu plus poussée. Pour revenir sur la question, je suis tout à fait d'accord que au point de vue européen et en France comme en Allemagne, la question de l'instabilité est aussi liée à celle du poids de l'extrême droite qui est en train
de monter, qui monte depuis déjà un long moment. Et donc, on peut se poser la question de l'invitation de Trump auquel on sait le lien qu'il a avec les différentes forces et mouvements d'extrême droite en Europe. Quel message est envoyé à ce moment-là? Et quand on connaît la situation française et le rôle qu'a eu Marine Le Pen dans la chute du gouvernement Barnier, on peut également se poser des questions. Alors, on parlera de la situation française. Maintenant, je voudrais qu'on regarde un peu l'Ukraine. Eh bien, en ce qui concerne l'Ukraine, la victoire de Donald Trump a suscité des inquiétudes quant à l'avenir du soutien américain à l'Ukraine et à la place des États-Unis dans l'OTAN. Dans une interview accordée à NBC cette semaine, Donald Trump n'a pas hésité à évoquer un retrait potentiel de l'OTAN. Il a déclaré « J'ai pu obtenir des centaines de milliards de dollars pour l'OTAN en adoptant une attitude ferme. Si les membres payent leurs factures, je resterai. » En ce qui concerne l'Ukraine, doit-elle s'attendre à une diminution de l'aide? Il a dit « Bien sûr ». Comment ça vous fait réagir, Yvan, justement, quand on voit ça? Est-ce qu'il y a un vrai risque que les États-Unis sortent de l'OTAN? Mais qui est le grand gagnant des dernières décennies au niveau militaire? Quelle industrie a le plus profité des investissements militaires? Ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui, grâce aux investissements militaires, ont pu aussi avoir des avances technologiques qui ont été utilisées au niveau privé. Donc aujourd'hui, 80% de l'argent qu'on dépense en militaire part de l'Europe. C'est vraiment une fuite dans notre création de valeur. Donc oui, on doit investir plus, mais on va le faire. On va investir plus, mais on va investir plus en Europe. Et je ne suis pas sûr qu'à la fin, ça rapportera plus à M. Trump. Il oublie de dire qu'aujourd'hui, ça a été le grand gagnant. La position des États-Unis dans l'OTAN et de l'OTAN dans le monde, c'est à l'avantage des États-Unis. Donc, il peut demander à ses amis du Royaume-Uni, peut-être voir qu'est-ce que ça rapporte de se couper de l'Europe et de se retirer et de limiter les échanges avec le marché européen. Il faut peut-être lui rappeler 2-3 petites choses. Parce que la réalité, c'est que de nouveau, il prend des positions, il a l'air de nous imposer un agenda. On va suivre l'agenda, mais on va le suivre intelligemment pour nous. Et on va investir en Europe. Kate, Trump a des conseillers anti-OTAN, notamment son nouveau secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, mais aussi les pro-russes Mike Waltz et Marco Rubio, que vous connaissez, puisque vous suivez aussi les affaires, en étant canadienne, les affaires américaines. Son équipe, selon vous, est-elle vraiment anti-OTAN? Et auquel cas, est-ce que vraiment l'OTAN est aujourd'hui à l'épreuve de Trump? Je pense qu'ils sont protectionnistes. Ils sont vraiment America first. Ça, c'est leur mantra et pour eux, c'est super important. Et je pense qu'ils sont en train de dire à leurs alliés qu'il faut qu'ils payent ce que Trump et son équipe pensent qu'il faut payer. Et eux, c'est comme si on leur devait quelque chose. Et c'est quelque chose que c'est dans leur perception, que ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais c'est comme ils pensent. Et je pense qu'il faut aussi qu'ils se posent les questions, c'est si on n'a plus d'alliés, parce qu'avec le Canada, le Mexique, les Européens, le Royaume-Uni, on a des tarifs douaniers qui sont très forts pour tous ces pays-là, et on va faire une guerre avec la Chine niveau tarifs douaniers, avec qui on va parler, avec qui on va échanger. Et ça, c'est une forte question. Et je pense qu'ils sont toujours en train de faire une face un peu ferme avec l'Europe, mais je pense qu'ils ne veulent pas vraiment couper tous les ponts. Je pense que c'est quand même... Alors, Nessim, en 2023, les sénateurs américains Tim Kaine et Marco Rubio, dont on vient de parler, ont rédigé une loi exigeant que toute décision présidentielle de quitter l'OTAN soit approuvée par les 2/3 du Sénat ou autorisée par une loi du Congrès. Les législateurs ont adopté cette mesure dans le cadre de la loi sur l'autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2024 que le président Joe Biden a promulguée. Alors du coup, Trump pourrait-il, vous pensez, Nessim, essayer de contourner le garde-fou du Congrès pour l'OTAN? Alors, ça paraît un petit peu fou d'imaginer la sortie de l'OTAN par les États-Unis dans un futur très proche. Mais il faut se rappeler que quelque chose qui caractérise quand même bien Donald Trump, c'est qu'on ne peut pas prédire vraiment ce qu'il va faire ou les surprises qu'il a pu amener. Ce qui peut-être est intéressant à voir, je serais un peu plus... disons, circonspect sur le caractère idéologique de quelqu'un comme Marco Rubio, qui, à mon avis, aussi peut évoluer et se retrouver à une position différente s'il était confirmé dans l'administration Trump. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a un message qui est envoyé aux Européens de dire que maintenant, il va falloir payer le prix pour la défense américaine. Et je pense que ça devrait questionner aussi certains gouvernements qui ont commencé
à le faire aussi sur la position de l'OTAN, sur le rôle de l'OTAN, bien sûr sur la question ukrainienne. Si les États-Unis peut-être sont les grands gagnants des 10 dernières années, en tout cas, le peuple ukrainien aujourd'hui est celui qui souffre de cette guerre-là. Si on peut-être rebondir sur l'imprévisibilité. Mais rebondissons aussi sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine. Mais juste oui. sur l'imprévisibilité. Trump a utilisé l'imprévisibilité comme une arme de négociation. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme atout face à ça? Notre atout face à ça, c'est de se rendre le moins dépendant possible pour devoir le moins possible tenir compte ou écouter même cette menace d'imprévisibilité. En réalité, entre la menace d'imprévisibilité et la manière dont il a agi, il y a déjà une marge, mais à nous d'être encore plus indépendants, plus autonomes pour être capables. Et on revient à l'Ukraine. Ouais. Je pense qu'on a un vrai rôle à jouer au niveau de l'Ukraine, au niveau de l'Europe, et c'est vrai qu'on doit être plus fort aux côtés des Ukrainiens. Aux côtés des Ukrainiens, mais dans la négociation, je pense que Trump n'a pas intérêt non plus à ce que la Russie gagne. Nous n'avons certainement pas intérêt à ce que la Russie gagne. Et on a de la chance d'avoir un peuple ukrainien qui se bat comme il se bat, pour eux, mais pour nous aussi. Et donc je pense que c'est intéressant. C'est intéressant que vous mentionniez les négociations, puisque c'est vrai que ça fait un moment que certains appellent à ce que il y ait, tout en continuant une défense et un soutien au mouvement ukrainien, des négociations. Et on peut voir qu'en Allemagne, aujourd'hui, Olaf Scholz aussi est parti et a commencé à prendre cette position-là. Et donc, je pense que l'arrivée de Donald Trump doit reposer la question de la défense européenne sous un nouvel angle. Oui, mais avec force. Avec force et puissance. Pardon, je vous ai interrompu, mais avec force et puissance, parce que et avec du zèle. Voilà, mais le zèle de Trump. Il faut y aller franco, parce que sinon, dans le négo, on va perdre. Alors, les députés européens de la Commission des Affaires étrangères se sont également réunis cette semaine pour discuter de la situation et des plans de Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine. En un jour, comme il l'a dit, nous avons demandé à l'eurodéputé lituanien Petras Austrevicius s'il pensait que le nouveau président américain pourrait vraiment aider à mettre fin à la guerre. Nous l'écoutons. To handle this very sensitive issue with the Russian Federation, it takes... Pour traiter de cette question très sensible avec la Fédération de Russie, il faut du temps, il faut de la force et il faut de la sagesse. Je voudrais dissuader toute croyance facile selon laquelle cette guerre pourrait se terminer en un jour, au cours d'une réunion par exemple. In one day, in one kind of the meeting format or whatever. It might become a frozen conflict. En fait, elle pourrait se transformer en un conflit gelé, encore plus dangereux qu'il ne l'est aujourd'hui. Il pourrait s'étendre à d'autres régions et prendre d'autres formes. C'est pourquoi il faut se mettre d'accord bien avant de l'annoncer. Cela doit être convenu avec les Ukrainiens. It must be agreed with Ukrainians. Alors Yvan, comme le dit justement Petras Austrevicius, est-ce qu'on est vraiment dans une situation de conflit gelé et quel risque il y a que ça se passe justement? Mais le risque d'un conflit apparent gelé, c'est qu'en souterrain, il y a un conflit qui est continu. Aujourd'hui, la réalité, regardons ce qui s'est passé en Roumanie, regardons ce qui se passe, je parlais des élections en Allemagne de l'Est, regardons ce qui se passe en termes de fake news aujourd'hui. Je pense qu'on a un travail énorme à faire par rapport à l'opinion publique pour être sûr de gagner et de faire gagner le Green Industrial Deal aujourd'hui, de montrer aux Européens qu'on peut gagner, qu'il y a une autre voie, qu'on fasse barrage aux fake news globales, parce que sinon, non seulement on va perdre en Ukraine sur le terrain militaire, mais on va perdre plus globalement sur le terrain démocratique. Et il faut savoir qu'il y a une guerre larvée dont on ne se rend peut-être pas encore assez compte, qui est aujourd'hui fondamentale. La démocratie, globalement, est en danger, peut-être plus en danger elle est en danger au niveau de l'Ukraine, il ne faut vraiment pas sous-estimer ça, il faut être fort, il faut être puissant par rapport à ça, mais elle est en danger simplement de par son essence, de par la manière dont elle peut être influencée. On est en danger par les dépendances que l'on a et que l'on aura demain sur des cyber-guerres que l'on pourrait avoir, par exemple sur notre réseau électrique, toutes les dépendances que l'on crée. Et donc, il y a plein de guerres, en fait, que l'on doit absolument mener. Alors, juste pour revenir, je vous fais revenir un peu à Trump lui-même et à sa stratégie, Kate. Il a nommé le général Keith Kellogg comme envoyé spécial pour la Russie et l'Ukraine. Je ne sais pas si pour vous c'est rassurant, mais en tout cas, pour remettre un peu de contexte, Kellogg a proposé que l'Ukraine ne reçoive une aide américaine supplémentaire que si Kiev participe à des pourparlers de paix avec Moscou, mais il a également suggéré que si Moscou refusait de participer, Washington accorderait alors une aide supplémentaire à Kiev. C'est plutôt rassurant.
Oui, c'est intéressant. Et moi, je me demande si Trump connaît vraiment tous les détails de toute cette situation. Quand il est président, est-ce qu'il va changer d'avis? Il change d'avis souvent, assez souvent. On sait ça. C'est vraiment quelque chose que je me demande s'il n'a pas tous les détails. Et il pense que Poutine d'aujourd'hui, c'est le Poutine de 2017. Et Macron, il a dit, c'est pas le Poutine de 2017. On parle aujourd'hui de quelque chose qui est très grave. Et vous avez dit il y a un risque de fatigue parmi les Européens, mais aussi parmi les Américains de donner des aides à l'Ukraine pour une victoire un peu symbolique de la démocratie, ce qui est vraiment important pour la démocratie, mais pour la guerre de tous les jours, les gens qui ont des problèmes, par exemple pour payer le loyer ou les crises économiques, je pense qu'il y a beaucoup de questions maintenant dans les médias et les gens se posent des questions jusqu'à quand on va soutenir l'Ukraine. Alors juste, je passe à... dans quelques mois, nous aurons une présidence polonaise de l'Union européenne. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré que les négociations sur la guerre en Ukraine pourraient commencer en hiver. La Pologne prendra donc cette présidence en janvier 2025. On sait que le rôle de la Pologne est très important puisque c'est un pays voisin. Il est important puisqu'il a aussi augmenté ses dépenses de défense. On connaît la personnalité de Tusk. Nessim, vous la lisez comment cette promesse ? Il faudra voir comment elle débouche, et puis il faudra voir bien sûr la position aussi de pays comme la France et l'Allemagne, où on a vu qu'il y avait des positions qui devenaient de plus en plus opposées, à un moment où l'Allemagne et Olaf Scholz commençaient à parler de négociations, et où la question d'envoi d'armes lourdes était disons, une question qui était de plus en plus évitée au niveau allemand. Donc, je pense qu'il est intéressant, en tout cas, de pas trop se focaliser sur ce que pourrait faire Trump et d'être dans l'hypothétique, mais de poser plus la question au niveau européen des ententes et des alignements aussi avec les populations. J'entends votre instruction. Ne nous focalisons pas trop sur ce que dit Trump. C'est donc sur cette note que nous pouvons clore cette discussion. Merci beaucoup à tous les invités ici présents. On prend un temps de pause, mais restez avec nous pour le prochain débat où nous tenterons d'en savoir plus sur ce grand malaise politique qui paralyse la France. À bientôt. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos invités Yvan Verhofstadt, Kate Bolongaro et Nessim Achouch. Alors que partout en Europe on s'immerge déjà dans les festivités et les marchés de Noël, à Paris l'humeur n'est pas à la fête. Le gouvernement du Premier ministre Michel Barnier est tombé à la suite d'une motion de censure quelques mois seulement après les élections législatives anticipées convoquées par Emmanuel Macron le soir même des élections européennes. Avec une économie française en lambeaux et un peuple français divisé, la situation est plutôt désastreuse. Pour faire un point sur la situation politique en France, écoutons notre correspondante Sofia Katsenkova. Emmanuel Macron, plus impopulaire que jamais. Pour beaucoup, il est responsable du chaos politique actuel en France. Résultat, selon l'Institut de sondage Ipsos, sa cote de popularité a chuté de plus de 7 points depuis septembre. Il s'agit du niveau le plus bas pour le chef d'État français depuis le début de son second mandat présidentiel. Ce climat social et politique tendu reflète aussi à quel point la France est divisée. 43% des Français disent appartenir à un pays en colère et fragmenté. Et comme il n'y a toujours pas de budget sur la table pour l'année prochaine et avec une Assemblée nationale aussi divisée, Macron se prépare à une fin de mandat longue et compliquée. Alors Yvan, vous faites partie du groupe libéral, celui-là même qui accueille les députés de Renaissance du parti politique de Macron. Vous êtes belge et en tant que belge, vous connaissez bien la politique française. Les divisions qui existent aujourd'hui en France sont assez inédites par rapport à d'autres pays européens. Alors ma question, pourquoi est-ce que la France n'est pas douée pour le compromis ? Alors elle doit l'apprendre. Elle doit l'apprendre et j'aurais juste une leçon ou une recette à donner à nos amis français par rapport aux négociations. C'est plutôt que de d'abord choisir une personne et puis de réfléchir à ce qu'elle va faire comme programme. Nous, en Belgique, on essaie de faire l'inverse. Alors, c'est pas que ça marche chaque fois, ça peut prendre beaucoup de temps, mais on essaie d'abord de se mettre d'accord sur le contenu, et puis après, on voit qui sont les hommes et les femmes qui vont l'incarner et qui vont le mettre en œuvre. Je pense qu'ici, en faisant l'inverse, sans se mettre du tout, sans discuter même de ce qu'on va faire, on choisit quelqu'un, et puis par miracle, il devrait trouver la formule magique. Après, il y a un système présidentiel, centralisé, français. C'est vrai, mais il n'empêche qu'il pourrait y avoir un travail de fond entre les différentes forces politiques pour essayer de trouver quelque part un consensus de contenu
aussi avant même de choisir la personne. Maintenant, juste par rapport à la France et l'Europe, ce qu'on connaît en France, c'est ce qu'on connaît aussi en Europe, où on a un Parlement européen qui est plus polarisé que jamais, entre certains qui continuent à penser que profit et planète, ça s'oppose, fin de mois, fin du monde, etc., etc. Et je pense que si on ne sort pas globalement, rapidement de cette dynamique-là, on continuera à avoir des pays et une Union européenne ingouvernables, ce qui est un drame. Parce que la réalité, c'est qu'on doit pouvoir assimiler. Kate, justement, on parle de Bruxelles ici. Comment est-ce que la France peut peser à Bruxelles si on n'a pas vraiment de loi, pas vraiment de budget, un gouvernement d'intérim? Est-ce que ça va affecter vraiment l'influence française ici? Bon, bien sûr, parce que beaucoup de gens qui voient la France, c'est une leader en Europe, et comme le Royaume-Uni est parti déjà, la France est devenue encore plus importante. Et franchement, je pense que moi, j'étais au Parlement européen quand Macron a annoncé ses élections, et tout le monde se posait la question, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? C'est vraiment. Vous voulez dire la dissolution? Oui, les législatives, c'était vraiment, tout le monde se posait la question, c'est quoi la stratégie ici? Et les journalistes, tout le monde était, waouh, c'est une autre show de Macron. Mais je pense que vraiment, il y a la Pologne qui dit, alors maintenant c'est la France qui peut-être tombe dans la chute un peu, et l'Italie aussi qui dit, la France n'est pas stable comme à chaque fois, et c'est vraiment intéressant à voir. La France peut-elle peser encore dans cette situation, Nessim? Alors, je voulais juste revenir, si vous me permettez, sur la question de la crise un peu institutionnelle qui est aujourd'hui vraiment clairement à la vue de tous, et qui a été provoquée aussi par cette dissolution et l'embourbement des derniers mois. Et je pense que je suis d'accord de dire qu'aujourd'hui, le système français, tel qu'il est dans sa tripartition, montre qu'il y a une sorte de blocage institutionnel. Mais par contre, pour prendre le cas belge des coalitions et de ce qui se fait, vous l'avez bien précisé, Maya, la question du régime présidentiel pose un grand problème. Et donc, c'est pour ça que depuis longtemps, des nombreuses voix s'élèvent sur le passage à une nouvelle forme institutionnelle, soit plus de proportionnalité, soit une 6e République qui est appelée. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le blocage du gouvernement Barnier le montre très bien. Alors, pour sa part, Macron a déclaré qu'il resterait en place jusqu'en 2027. Dans son discours à la nation, il a récemment déclaré que ce n'était pas de sa faute. Il a dit « Certains sont tentés de me rendre responsable. Je n'assumerai jamais les irresponsabilités des parlementaires qui ont choisi en conscience de faire tomber le budget et le gouvernement. » Alors, Macron blâme l'extrême droite et l'extrême gauche. Kate, est-ce qu'il est responsable? Moi, je pense que c'est lui qui a lancé ce projet de législative, que ça va changer le système, et il pensait qu'il allait gagner plus de sièges, et ça n'a pas marché. Et maintenant que Barnier était là, il avait essayé de faire le budget, et ça. Je pense qu'ils sont tous responsables d'une partie ou de l'autre, mais c'est vrai que si vous êtes le président et vous lancez des élections, il faut quand même attendre que ça peut avoir des conséquences que vous n'aimez pas. Oui. Oui, puis il y a eu des appels à la démission, ça a été fort quand même ces dernières semaines. Yvan, qu'est-ce qu'on peut dire de son héritage à Macron? On en a beaucoup parlé, on parle des symboles, mais véritablement l'héritage dans le contenu, dans le fond. Mais je veux dire, juste pour rebondir, Macron a une responsabilité d'avoir dissous l'Assemblée, c'était une mauvaise idée. Mais blâmer uniquement Macron, on verra dans quelques années qu'on ne se sera probablement, après Macron, pas sorti de la situation dans laquelle on est. Je ne suis pas sûr qu'une fois que Macron sera parti, si on n'a pas fait évoluer le système, si on n'a pas fait évoluer la perception des citoyens, et si on se retrouve avec la même assemblée que celle qu'on a maintenant, on n'aura plus Macron, on aura toujours le problème. Donc ça me laisse dire que Macron a certainement une responsabilité en ayant accéléré les choses et en ayant fait les choses comme elles se sont passées. Mais si demain, avec quelqu'un d'autre que Macron, on est dans la même situation, et c'est ce que je pense, si on n'amène pas des changements de fond, on se rendra compte que c'était un peu facile d'uniquement blâmer Macron de la situation dans laquelle on est. Donc ça, je crois que c'est vraiment... Enfin voilà, c'est un peu... Alors, pour revenir sur l'économie, ce dont on se souviendra. En réalité... Vous savez, du point de vue belge, on se dit qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas si mal en France. Oui. Dans le nord de la France, ce qui a été fait en termes d'investissement,
batteries, de réindustrialisation dans le nord de la France, ça nous énerve un tout petit peu. Parce que c'est beaucoup mieux, avec plus de moyens, ok, plus de dettes, mais plus de moyens qui ont permis de la réindustrialisation dans le nord de la France. Qu'est-ce qu'il en restera demain? Et alors au niveau numérique, on est aussi un peu jaloux d'une partie de la French Tech française. Donc tout n'est pas mauvais. Alors c'est sur cette note que nous pouvons clore cette discussion. Merci beaucoup à tous les invités ici présents. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos invités Yvan Verhoekstraat, eurodéputé du groupe libéral Renew et des engagés, vice-président des engagés en Belgique, Kate Bolongaro, rédactrice en chef Europe de chez Mlex, média numéro 1 de la régulation, et Nessim Achouch de la Rosa Luxembourg Foundation. Après 20 ans de négociations, la Commission européenne a conclu un accord de libre-échange avec le Brésil, la Bolivie, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. L'accord commercial dit Mercosur réduira les droits de douane et facilitera les investissements pour tous ceux qui font du commerce sur ces marchés. Nombreux sont ceux qui se réjouissent de la nouvelle, mais certains sont plutôt inquiets pour ne pas dire effarés. L'accord doit encore être adopté par le Conseil et le Parlement européen. Alors je me tourne vers vous, Kate. Que pensez-vous de cet accord, puisqu'il s'agit d'un accord énorme, on le sait, qui couvrirait 10% de la population mondiale? Oui, c'est quand même quelque chose qui est très impressif, qu'ils ont vraiment clôturé ça depuis 20 ans avec tous les problèmes, toutes les discussions ici à Bruxelles avec tous les pays qui n'étaient pas d'accord, notamment la France qui est vraiment contre cet accord, mais aussi dans un monde plus protectionniste que jamais. C'est vraiment, est-ce que ça va être le dernier accord comme ça pendant quelques années? Je pense que ça c'est la grande question. Est-ce qu'on va avoir ces accords qui continuent à se faire ou ça va devenir un peu plus difficile avec Trump qui arrive et tous les populistes en Europe? Alors, Yvan, le secteur des entreprises est heureux, puisque cela signifie que les importations de viande et de céréales dans l'Union européenne se feront avec des barrières commerciales beaucoup plus faibles. Quels seront les avantages pour l'Union européenne et pour les entreprises européennes de cet accord? Mais moi, personnellement, je suis contre cet accord parce qu'il est encore dans un vieux logiciel. On est encore enfermé dans le fait de dire que le commerce, par essence, est bon, quelle que soit la manière dont on le fait. Je n'y crois pas. Je suis pour la compétition, vraiment pour la compétition, je suis pour le commerce. Mais je suis pour le commerce qui se fait de manière intelligente et pas au prix des choses qui sont importantes pour nous. On explique depuis des années aux agriculteurs qu'ils doivent respecter des normes environnementales, qu'ils doivent respecter des normes sanitaires, qu'ils doivent faire une traçabilité. Et puis on leur dit dans le même temps, quand ça vient d'ailleurs, c'est plus important. Quelle est la crédibilité de ce qu'on est en train d'imposer aux hommes et aux femmes qui travaillent ici en Europe en respectant ces standards, quand on dit mais quand ça vient d'ailleurs, on s'en fout. Donc je crois que il y a eu des ajustements faits par la Commission sur notamment les accords de Paris. Alors si vous avez vu la totalité du texte, vous avez de la chance. Moi je ne l'ai pas encore vu. C'est l'autre problème qu'on a sur le Mercosur, c'est que la transparence, c'est pas vraiment le grand fort de cette négociation-là. Ouais. Et donc moi je suis pour la compétition, mais la compétition, on est dans un monde global de vraie compétition. On ne fait pas la compétition avec quelqu'un qui fait du dumping. On ne fait pas la compétition avec quelqu'un qui fait du dumping, ou alors on le corrige. On ne fait pas la compétition avec quelqu'un qui ne respecte pas nos règles. Et c'est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour les agriculteurs. Donc on doit respecter ça. Et on ne fait pas la compétition au prix de notre autonomie, parce que demain on le payera 2 fois plus cher. Alors justement, en parlant des agriculteurs, on sait que cet accord, en tout cas les Français le disent, va nuire aux petits agriculteurs. Les agriculteurs français manifestent depuis des semaines. La France s'oppose à ces normes environnementales dont je viens de parler, mais selon vous, sont-elles justifiées ces oppositions, Nessim? Alors oui, je crois que d'ailleurs en France, vous avez dit c'est pas seulement les petits agriculteurs, mais aussi les grands groupes qui s'opposent à cette réforme. Et je crois qu'ils ont très bien conscience qu'on les sacrifie contre le secteur de l'automobile ou d'autres secteurs. Et du coup, c'est clairement quelque chose qui... Alors, je vous coupe, mais justement, écoutons ceux qui ne sont pas toujours d'accord, notamment l'un des représentants, Pierre Maison, qui, lui, travaille pour la coordination européenne via Campesina. On l'écoute. L'accord UE-Mercosur, il est très défavorable pour l'Europe. Hein. Il sera peut-être favorable pour vendre des voitures, mais très défavorable au niveau agricole. Et ça va encore tuer les petits producteurs parce que ça va tirer les prix vers le bas. Transporter des bateaux à travers l'océan pour des choses qu'on peut produire chez nous, pour nous, c'est une aberration.
Justement, Nessim, je vous laisse finir là-dessus. C'est exactement ce qu'il est en train de Voilà, dire. c'est exactement ce qu'on a pu voir à l'écran. Et je crois qu'il faut aussi parler c'est pas seulement les agriculteurs ne défendent pas seulement leur profession, mais c'est aussi la question des pesticides qui peuvent être utilisés, qu'on va peut-être laisser rentrer dans l'Union européenne alors qu'on avait un principe d'interdire certains engrais. C'est la question de la déforestation, c'est la question du climat qui se pose. Et donc je crois qu'il serait dangereux de le poser que comme une défense corporatiste quand les questions qui sont soulevées par les agriculteurs sont des questions qui nous concernent tous. Alors aujourd'hui, l'opposition, elle est majoritairement française, mais il y a aussi d'autres pays. Est-ce que vous pensez, je me tourne vers vous Kate, est-ce qu'il pourrait y avoir une vraie minorité de blocage, que la France peut entraîner d'autres pays et potentiellement ne pas ratifier Mercosur? Ouais, c'est clair que c'est quelque chose qui peut arriver. Par exemple, avec le CETA qui est toujours préliminaire, c'est pas encore confirmé, mais ratifié par tous les pays. Et même cet accord qui est beaucoup plus petit et les pays sont beaucoup plus alignés sur ces choses-là. Je pense que ça va poser des problèmes et on va voir parce que je pense que la France, quand même, sur l'agriculture, c'est vraiment c'est le powerhouse. Les gens les respectent beaucoup ce que dit la France pour l'agriculture. Alors pour remettre un peu les choses en perspective, je vous regarde Yvan, devant le protectionnisme de Trump, la guerre commerciale imminente que l'Union européenne aura avec la Chine et peut-être avec les États-Unis, n'était-il justement pas urgent de conclure cet accord? Non. Non, parce qu'on est vraiment en train de faire une erreur qui est une erreur stratégique, pas seulement pour les agriculteurs. Et c'est ça que je pense qu'on doit dépasser. Les agriculteurs, aujourd'hui, comme les Ukrainiens, nous en parlions, les agriculteurs se battent pour un modèle économique, pour un modèle d'échange, pour un modèle commercial, pour un modèle de société qui fait beaucoup plus de sens en termes économiques, sociaux, environnementaux et sanitaires. C'est-à-dire qu'ils défendent. C'est vrai pour l'agriculture, ça sera vrai demain pour les voitures, ça sera vrai après-demain pour la chimie, ça sera vrai après-demain pour d'autres secteurs. Ils se battent simplement en disant, écoutez, si on a des standards, il faut qu'on impose les mêmes standards aux autres. Sinon, systématiquement, notre seul choix, ça sera de baisser nos propres standards. Alors si on dit qu'on va recommencer à ne pas avoir de traçabilité, et en Belgique, il y a eu un drame sur la viande de cheval dans les lasagnes. Si on dit que la santé, c'est plus important, ben, allons-y gaiement sur les pesticides et le cancer, on s'en fout. Si on dit que la transition climatique, c'est pas important, ben, alors ne faisons pas respecter nos standards. Comment on le construit cet accord-là? Alors, en respectant tous ces standards dont on veille à ce que les gens avec qui on est en compétition respectent les mêmes règles que nous. On le fait d'ailleurs sur les bagnoles. On dit à la Chine, vous avez fait du dumping, vous n'avez pas respecté les règles, on vous met des barrières. Probablement pas assez élevées en Europe. Donc respecter les mêmes règles que nous, c'est ça. Et c'est vrai pour les agriculteurs, mais c'est vrai demain pour les bagnoles. C'est une note d'optimisme que nous avons. Et ce qui nous permet de conclure notre débat, c'est donc la fin de l'émission Bruxelles, je t'aime. Merci à tous nos invités et à tous ceux qui nous regardent de chez eux. Si vous voulez continuer la conversation sur le sujet de votre choix, n'hésitez pas à nous écrire à bruxellesjet'aime@euronews.com ou à nous contacter via les réseaux sociaux. Passez une excellente semaine et à très bientôt sur Euronews.